modèle Willy Willy. Bon, on va passer rapidement là-dessus parce qu'on s'en branle un peu, mais il y a Ki-I. Voilà, j'ai les 4 premiers tomes de Ki-I. Et ah oui, c'est vrai qu'on peut en parler aussi. J'ai une grosse collection de l'Attaque des Titans du tome 1. Tome 1 à 6, ensuite 18, je sais plus quoi. Du coup, on se dirige vers la fin de l'édition Kyun. On se retrouve avec My Hero Academia ici. Et un peu plus au-dessus aussi, leur série Vigilant My Hero Academia. Avec aussi Jujutsu Kaisen sur le côté, mais ça c'est pas le plus important. Là pour l'instant on se contrôle bien sûr, on se concentre sur ça, donc My Hero Academia. C'est une collection que j'ai complète, que j'ai finie il y a très peu de temps, donc il y a jusqu'au tome 33. Donc ça c'est une partie de la collection avec du coup comme je vous ai dit, Vigilant et après Jujutsu Kaisen du tome 1 à 5. Donc c'est la partie de Kyun édition je pense la plus conséquente. Clairement c'est la plus conséquente et ça fait toujours plaisir.嘘も燃え尽くして夢にして冗談じゃないもっと踊りたいもう我慢できない愛を打ち明けてくれ危ないねその笑顔心を乱されて欲しくなる優等生なんて嘘でしょはぐらかしてじれったいどうにかなりそう口づけるほどに足りなくなる抱き寄せたら意外なほど寂しい目で睨むから限界Pour poursuivre cette vidéo, on va faire un format que sûrement vous connaissez si vous suivez la chaîne depuis un petit temps. On va faire un after. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On va aujourd'hui parler de 2 mangas et on va commencer par celui-ci qui s'appelle simplement Whispering. Je sais pas si vous connaissez, c'est aux éditions Akata et de toute façon on en reparlera par la suite. On en reparlera par la suite, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai 4 tomes et que je n'ai pas la collection complète et que j'ai vraiment envie de l'avoir. Je vais vous expliquer pourquoi après avec la critique, mais avant on va parler de l'histoire, de la narration sur le pouf derrière. Mais avant bien sûr, After, nouveau générique. Voyons
Allons voir du coup ce que raconte Whispering Ring. Je vais en premier vous dire moi ce que j'en pense de l'histoire, donc vous raconter à ma façon, et ensuite on va dire tout simplement le synopsis du manga que je tiens ici entre mes mains. Alors Whispering pour moi ça raconte l'histoire de Koji, un jeune adolescent qui possède des pouvoirs, en tout cas qu'il est possédé parce qu'il les a perdus en grandissant. Ses pouvoirs c'est tout simplement de pouvoir lire dans les pensées de toutes choses, c'est-à-dire que ça soit dans des meubles, dans des animaux ou même dans de simples humains. Je dis simplement comme si vraiment c'était de la merde. Mais du coup, lui, ça lui dérange pas de les avoir perdus parce que tout simplement, ça lui permet d'être plus sociable, que ce soit au lycée, en se faisant des amis. Mais tout va changer le jour où il va rencontrer un petit garçon qui possède les mêmes pouvoirs que lui. En tout cas, les pouvoirs qu'il a perdus. Cela va permettre de créer un lien entre ces deux personnages et par la suite aussi avec les amis de Koji. Et du coup, ensemble, ils vont vivre quelques aventures au cours des tomes. Encore une fois, le manga est pas fini, en tout cas moi je l'ai pas fini donc je sais pas ce qui se passe par la suite, mais les 4 premiers tomes on les voit un peu faire pas mal d'aventures, suivre un peu les saisons, comme par exemple la Saint-Valentin, on a ce moment dans le tome 4 que j'ai pu voir, mais aussi avant avec Noël etc. Il y aura aussi la rencontre des parents de ce petit garçon à travers Koji, donc plein de liens quand même qui vont se faire à travers ce pouvoir. Et aussi ce but simple, c'est que ce petit garçon ayant ce pouvoir ressemble pas mal à Koji, c'est-à-dire qu'il est très peu social parce que tout simplement il a du mal à approcher les gens, sachant qu'il peut lire dans leurs pensées. Le seul ami qu'il a d'ailleurs c'est un tout petit chien et lui aussi il arrive à lire dans les pensées mais ça a l'air moins compliqué. Bref, je sais pas si j'explique bien, je pense pas, mais du coup on va lire le synopsis, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Est-ce vraiment un don d'entendre les pensées de tous ceux qui vous entourent? C'est ce que l'auteur nous dit. Koji est aujourd'hui un lycéen ordinaire, mais lorsqu'il était enfant, il avait une capacité unique, celle d'entendre les pensées de tout ce qui l'entoure, les objets, les plantes, les animaux, mais aussi et surtout celle de ses proches. Très vite, ce don s'est en réalité révélé être une malédiction ostracisante. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Ses parents eux-mêmes commençaient à craindre leur enfant, qui pouvait sans le vouloir connaître leurs pensées les plus intimes. À l'adolescence, Koji a perdu ce pouvoir et réussit désormais tant bien que mal à s'intégrer au lycée. Mais un jour, il croise la route d'un petit garçon qui, comme lui autrefois, possède ce don. D'abord réticent et indifférent, voire effrayé, il va finalement se prendre de sympathie pour lui et décider de l'aider. Au même moment, ses pouvoirs se réveillent à nouveau en lui. Voilà, en vrai c'est à peu près ce que je vous ai raconté, mais ça a l'air plus clair comme ça, avec le synopsis. Donc on va maintenant faire la critique de Whispering, dire de ce que j'en ai pensé, même si je sais que c'est pas très complexe ce que je vais dire, c'est surtout un sentiment. Bref, on est parti pour la critique. Voilà pour la narration de cette histoire qui paraît pas si complexe. On va quand même revoir en approfondi du coup sur ce manga, en tout cas sur les 4 premiers tomes. Je vais vous donner surtout mon avis qui en vrai va être très simple et très simple. Je sais pas comment dire mieux. Donc Whispering de Yoko Fujitani, donc c'est l'auteur. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Whispering, les voix du silence, d'ailleurs, ça porte très bien son nom. Déjà, j'adore le logo, il est simple, il est efficace, j'adore le logo et les couvertures en général. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je vais surtout vous donner comment je me sens quand je lis ce manga. Eh ben, c'est simple, je me sens trop bien, en mode vraiment chill, quoi, en mode cool. J'adore lire ce manga pour ça. C'est que tu te poses et tu passes juste un bon moment, quoi. Genre Whispering, c'est le manga, je crois de un manga texte, c'est le manga où je sais que je vais passer un bon moment. Tu penses à rien d'autre qu'à ça, quoi, à l'histoire, et tu profites. Vraiment, sincèrement. Donc, vous avez vu l'histoire, je peux pas trop dire ce qui me plaît, sachant que je vous ai expliqué qu'on va suivre à peu près les aventures de ce jeune homme et de Yoko, et de Koji. Et du coup, on va suivre ces aventures et ça va être pas mal de ça et ça va être hyper cool. C'est vraiment hyper cool. Il y a quand même quelques tensions qui se font au cours des tomes, quelques petits trucs, vous voyez, qui met du peps, et ça c'est cool, quelques révélations, bien évidemment. Mais on reste quand même sur un côté plutôt cool du manga qui me plaît énormément. Pour le personnage de Koji ne me plaisait pas dès le début, c'était pas le personnage, je me disais waouh, il est incroyable, pas du tout, mais par contre quand tu le vois avec le jeune homme, ce duo en fait, avec ce jeune homme que je ne connais toujours pas ce nom, putain, et bien ce duo est vraiment cool, il est vraiment cool à voir, ça fait un peu cet esprit de grand frère, vous voyez, et ça fait très cool. Ça fait très cool pour Whispering, donc bien évidemment si vous aimez pas les types de manga où ça se bastonne pas, quoi, vous voyez, lisez pas Whispering, hein, tout simplement. Après, faut s'y attendre sur les couvertures. Très souvent, les couvertures ont une apparence et tu sais ce que ça va donner à l'intérieur, logiquement. J'ai même pas parlé des dessins. Ça va. C'est pas le type de dessin qui me plaît, moi, personnellement. Moi, ce qui me plaît énormément, de toute façon, ça je le dis toujours, je me concentre toujours sur l'histoire avant le dessin. Je suis comme ça. Et là, clairement, l'histoire m'a eu avant le dessin, malgré que, voilà, les illustrations sont très cool, hein. Elles sont très propres, elles sont bien. Et en vrai, si t'arrivais pas à lire, c'est vraiment que le mec était à chier. Et là, t'arrives à comprendre l'histoire, donc c'est le principal. Et de plus, les dessins sont quand même jolis. Hein, c'est quand même pas moche.
Faut pas enlever ça. Voilà en tout cas pour ce manga, et on va passer à la suite. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cela, pour Whispering. Et en vrai, si vous aimez les mangas autres que de la baston et des mangas où vous avez juste envie de vous sentir chill, etc., Whispering, c'est fait pour vous, hein. Sincèrement, c'est vraiment cool. Il est temps d'en conclure. Confinement 2020, j'ai pu obtenir une collection courte à un prix très alléchant. Levius, en 3 tomes, pour 6 €. Il se peut que depuis, vous n'ayez pas eu la suite de la critique. Un seul tome a pu être jugé face à vous, il est donc temps pour moi d'en conclure. Voilà. Ici, nous allons reprendre ce qu'on avait fait il y a quelques années avec le tome 1, donc le tome 1 de Levius ici, et on va poursuivre avec les 2 autres tomes qui sont sortis actuellement, car je les avais reçus, je ne sais pas si vous en rappelez dans la vidéo découverte, tout simplement j'avais reçu un pack de 3 tomes, qui avait une belle offre d'ailleurs, et on va s'arrêter là tout simplement sur l'histoire de belle offre, parce que je suis pas très bon en affaires, surtout qu'au départ j'avais pris ces 3 tomes en sachant qu'il n'y en avait que 3, et maintenant je viens d'apprendre qu'il y a Levius Est en 10 tomes qui s'est terminé le 18 mars 2022. Non, vraiment, les affaires, c'est pas mon truc, mais on n'est pas là pour en parler. On va du coup faire la review finale de Levius, et j'avais promis de la faire. Bon, bah, on y est, hein, pour cette grosse vidéo de Mangatech. On va enfin parler et en conclure avec Levius. En tout cas, Levius. Alors, revenons sur l'histoire de Levius. Qu'est-ce que ça raconte ? Donc, ça raconte l'histoire de Levius, vous en doutez, qui est un adolescent, je crois bien, hein, je ne sais plus trop son âge, et qui vit du coup dans les années du 19e siècle, donc 1900, après la guerre. Donc en vrai je pense pas que ça revient à la réalité Seconde Guerre mondiale, vraiment c'est juste qu'il y a une guerre qui a été faite entre Amnestis et un autre peuple que je me rappelle plus, je crois que c'est le peuple troll, un truc du genre. Mais en tout cas voilà, il y a eu un affrontement, dont une victoire du côté d'Amnestis, ce qui amène à avoir fait pas mal de dégâts, et là on va se concentrer sur ça dans l'histoire, car tout simplement Levius fait partie des victimes du coup qui ont perdu par exemple des membres lors de cette guerre, et donc lui il a perdu un bras je crois. Donc il s'est fait implanter, il s'est fait opérer, vous voyez, il est devenu un peu robot en quelque sorte, et après être revenu de cette guerre, vous voyez, après avoir vécu tout ce désastre, d'ailleurs, dans ce désastre, il a vécu la perte de son père et sa mère, mais elle est tombée dans le coma, sa mère, donc on en reparlera bien sûr par la suite. Levius se retrouve donc alors dans cette vie active, entre autres, cette vie active du coup qui est contrôlée par Amnestis, et lui du coup il va se retrouver à découvrir pas mal de choses, à devenir fan des combats de robots. En fait je dis combat de robots, ça s'appelle la boxe mécanique. Donc il devient assez fan de ça, et il veut à l'avenir en devenir un athlète qui puisse combattre d'autres athlètes. Donc pour commencer, en revenant dans la vie active, il fait la rencontre de Zach, qui est son oncle tout simplement, et qui va un peu l'épauler dans tout ça, et qui va à l'avenir d'ailleurs devenir son entraîneur. Ça c'est un chapitre qui est en flashback, mais du coup après on va suivre l'histoire de Levius qui va affronter d'autres robots, sauf que ça va être pas si facile que ça, sachant que Levius a quand même de gros poids sur ses épaules, quand on apprend par la suite qu'un simple combat va devenir simplement probablement quelque chose qui pourrait déclencher une future guerre. J'espère que j'ai bien résumé Levius. En tout cas, si je l'ai mal résumé, j'espère que je l'aurais bien fait dans l'ancienne vidéo découverte. Et du coup, ce que je compte faire ici, c'est qu'on va parler des 3 tomes en 3 parties. Ça, vous captez ? Je fais ça tout simplement parce que je considère que les 3 tomes ont chacun une phase assez différente. Et du coup, on va partir sur le premier tome. Donc quand je dis phase différente, c'est que par exemple, ce premier tome de Levius, et bien tout simplement, je trouve que c'est vraiment une parfaite représentation de tome d'introduction, qui introduit toute l'histoire, qui vraiment fait bien le taf. Ensuite, on a le deuxième tome qui va servir vraiment de tension. Vous voyez, vraiment à la fin, tu sais qu'on arrive dans une phase, entre guillemets, finale de l'histoire, car vous savez maintenant qu'il y a Levius Est qui va compléter par la suite. Mais du coup, ce deuxième tome, je considère que vraiment, il fait très bien les choses, il apporte une tension, il apporte vraiment tout un lot d'histoires, tout un lot de personnages et tout qui va créer le climax final au tome 3, et donc vous avez compris, tome 3 climax. Donc, le tome 1 de Levius, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh ben allez voir la vidéo bande de fumier. On va en revenir là-dessus très rapidement. Déjà comme je vous ai dit, en fait je sais même pas si je vous l'ai dit, j'ai un avis totalement différent de la première vidéo. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'avoir lu le manga, je sais pas, avec le cul. Je trouve que c'est l'un des mangas que j'ai lu et dont je voyais vraiment le potentiel au niveau animé, mais au niveau cinématographique tout simplement. C'est-à-dire que c'est un manga que je verrais totalement en live action. Bien sûr, en live action, très bien fait. Mais je dis ça parce que, en vrai, ça fait un mélange. Genre, c'est bizarre de le dire, mais c'est comme si on voyait un storyboard. Vraiment, c'est comme si on voyait un storyboard
au cinéma, même si évidemment les dessins sont 10 000 fois plus travaillés. Mais c'est ouf de voir comment c'est fait, genre les détails sont très cool. Et puis du coup ça apporte de la facilité à la lecture je trouve. Surtout que bon, je comprends mon moi du passé qui disait que c'était quand même assez long, oui. C'est vrai que c'est pour un tome 1 c'est peut-être un petit peu long, même si j'ai vraiment apprécié personnellement, donc ça m'a pas dérangé. Mais c'est vrai que le gros déclic de ce tome arrive vraiment à la fin. C'est vraiment à la fin où je suis putain, ça va être trop bien. Genre ça hype de fou. Et c'est pas mal, vraiment c'est bien construit, il y a des moments de flashback et tout, très cool. Donc Levius tome 1, c'est un oui. Poursuivons avec le tome 2, donc comme je vous l'ai dit, c'est le tome un peu de la tension qui se crée, le truc, la mise en place de tout pour faire advenir le climax au tome 3. Donc c'est l'affrontement qui se prépare lors de ce tome 2, il faut le savoir. Il y a beaucoup de questionnements, on a surtout un affrontement qui s'est fait rapidement entre Livius et Eiji avant, et Livius a vu dans les yeux de Eiji qu'elle voulait de l'aide. On croit qu'elle n'a pas d'émotion, mais elle avait besoin d'aide à l'intérieur. Donc Livius, pendant tout ce tome, on le suit vraiment sur ça, le fait qu'il voulait aller la voir pour l'aider tout simplement. Et donc la grosse partie de ce tome, on va pas se cacher, c'est quand il arrive voir l'un des porte-paroles, des représentants d'Amnestis, qui est simplement un clown. Voilà, j'ai pas l'autre nom du personnage, mais c'est un clown. Et donc c'est lui qui contrôle cet athlète. On apprend que Eiji est très forte, que quand elle a affronté Hugo et quand elle a aussi affronté légèrement Levius, elle était qu'à 20% de sa puissance. Évidemment, ça c'est une façon de faire du manga pour dire vous avez vu, c'est pas fini, hein, ça peut être encore plus puissant. Eiji n'est pas vraiment l'antagoniste, on va pas se le cacher, c'est plutôt la victime dans tout ça. Donc ce tome 2 se concentre sur ça et va se finir sur toutes les tensions qu'on installe. Donc l'affrontement qui commence et on a, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de lui, du mécanicien qui est très réputé et qui est le mécanicien de Levius. Du coup, rentre petit à petit dans l'histoire, dans la relation avec Zack, dans la relation avec Levius, c'est un peu le trio qu'on suit. Et donc c'est lui à la fin qui va annoncer à Zack, enfin il va annoncer une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est que Levius est en capacité de combattre Eiji, donc vraiment, ce serait un combat très intéressant et il peut totalement la battre. Mais que la mauvaise nouvelle, et c'est ça qui m'a choqué, je pensais que c'était une mauvaise nouvelle pas très importante, mais quand même, c'est que ce combat, ça a une envergure internationale. Elle pourrait carrément déclencher une guerre ou avoir carrément la puissance d'une guerre, cet affrontement. Donc ça a vraiment une grosse tension, ça apporte vraiment une grosse tension, ça pourrait apporter une guerre, tout simplement. Donc ce tome est vraiment cool, on va pas se le cacher, j'aime beaucoup les personnages. En soi, il n'y en a pas un où j'ai dit putain, il est nul à chier, il pue la merde. Donc pour le coup oui, franchement très bon tome 2, mais le tome 3 reste quand même beaucoup mieux au niveau action, ça pète. Ça pète. Le fameux tome 3, on y vient, on va enfin en finir avec Levius. Ça fait bizarre en vrai de se dire qu'on va finir, sachant qu'il y a quelques années j'en parlais, mais du coup voilà, donc on a vraiment ce personnage du clown qui fait vraiment antagoniste, protecteur, c'est-à-dire qu'il protège vraiment Eiji, mais pas dans le sens oh là là c'est mon amour, je veux la protéger, je veux la sauver, pas du tout, il s'en bat les couilles, mais c'est lui qui a les mains d'Eiji. Eiji c'est la marionnette du clown tout simplement. Et donc le combat commence, donc on a eu vraiment une dernière page dans le tome 2 où il y a Levius qui défonce tout face à Eiji et qui dit ça sert à rien de te combattre à 60%, je préfère que tu te battes à 120% directement. Et donc on va avoir un flashback d'elle d'ailleurs au cours de ce tome qui est très intéressant, donc tout simplement elle aussi entre autres, je dis bien entre autres, elle est victime de cette guerre. C'est elle qui a foutu le désastre d'ailleurs là où Levius a perdu ses parents, c'est entre autres à cause d'elle. Et donc on apprend qu'elle avait un frère, et qu'elle l'a toujours d'ailleurs, je dis elle avait, et donc elle combat pour éviter que son frère devienne comme elle. Parce que si elle part, son frère devient un robot, comme elle, vous voyez, un mi-humain, mi-mécanique. Je dis robot, mais c'est mécanique, quoi. Ils ont des prothèses, ils ont des choses comme ça. Donc, voilà, elle a un peu forcé à ça, mais tout s'arrange à la fin, entre autres. Donc, le combat est assez tendu, on va pas se cacher, explosif. Pour vous dire, à la fin, il n'y a pas réellement de gagnant. Moi, c'est mon avis personnel. Il n'y a pas réellement de gagnant entre Levius et Eiji. Ils sont tous les deux en mauvais état, entre la vie et la mort. Bon, Eiji est entre la mort et la mort, on va pas se cacher. Et Zack a servi à quelque chose, ça m'a extrêmement plu, parce que, en gros, il a un œil qui permet de voir la chaleur à l'intérieur des athlètes, et donc de savoir où se trouvent les cœurs. Parce que, en fait, Eiji avait la particularité, au départ, de pas avoir de cœur entre eux, c'est-à-dire qu'on trouvait pas son cœur. Et au final, on apprend qu'elle a 8 cœurs. C'est une pieuvre, la meuf. Non, elle a vraiment 8 cœurs, et ça m'a fumé. Je me suis dit, what the fuck. Mais du coup, Levius, et ça se fait en quelques pages, il a détruit les 8 cœurs de Eiji, en sachant que son dernier cœur, c'était son visage, et il lui a éclaté
le visage. Le climax est assez cool, donc on a un peu cette tension qui se fait, dans le sens où il réussit à tuer entre autres Eiji, mais c'est pas fini, il va éclater la gueule de ce clown. Sauf que le clown, il a dit, bah c'est très simple, hein, tu m'éclates la gueule, moi j'explose tout le ring, hein, tout le peuple qui est autour, il meurt. Sauf que, ça vient comme ça, et c'est là où je me suis dit, c'est sûr, Levius, ça s'en finit pas là. Il y a le 6ème athlète du niveau 1, qui arrive et on voit qu'il est hyper cheaté, qui tout simplement protège le stade et du coup Levius peut défoncer le robot, le clown sans aucun souci. Donc il a dit qu'il reviendra, c'est le méchant, tu sais, je reviendrai avec le frère de Eiji, tu verras. C'est là où je me suis dit vraiment que Levius, il y a autre chose, il y a une suite, c'est sûr. Ça finit un peu sur ça, sur cette tension, et c'est là où on va en venir, c'est à cette conclusion de Levius sur le dernier tome qui me plaît énormément parce qu'il y a réellement une morale qui s'est créée. C'est tout simplement le fait que quand t'es vainqueur, c'est cool, donc il y a la victoire, mais s'il faut une victoire, il faut bien une défaite, et quand il y a la défaite, ça veut dire la mort. Et donc on peut considérer ces combats de boxe mécanique comme une chambre, ils avaient dit quoi? En gros, une cellule où tu meurs. Une antichambre. Donc pour ces 3 tomes, j'aimerais revenir déjà sur une chose, c'est que le format est assez différent d'un format normal. Je rappelle qu'il m'avait coûté 6 € les 3 tomes, donc évidemment c'est pour ça que je l'ai pris. 3 tomes très cool, lecture, sens de lecture très différent des mangas. Selon eux, ça révolutionne le monde. Ça, je reviens toujours sur le truc du ça révolutionne de rien du tout, hein, qu'on soit d'accord. J'aime beaucoup, hein, ça me dérange pas ce sens, mais n'allez pas dire que c'est le futur. Moi, le sens du manga est déjà très cool. Manga que je ne regrette pas du tout d'avoir dans ma mangatech. Franchement, le fait de l'avoir relu m'a fait un bien fou parce que j'ai pu le revoir des années plus tard, parce que là, ça fait 2 ans déjà que je connais ce manga. Haruichi Nakata est l'auteur de ce manga, j'ai oublié de le préciser. Je le répéterai jamais assez, mais je suis content de l'avoir dans ma mangatech. Allez, on passe à la suite pour les achats manga. Ok. Bon. Alors, qu'avons-nous là? Vous aimez sûrement la mythologie avec des dieux en tant que personnages principaux, ou juste vous êtes fan de l'Égypte antique. Ce manga est fait pour vous, enfin je crois. Juste Im. On a du coup l'histoire au départ d'une jeune fille lycéenne, Inome, qui a des problèmes de sociabilité avec les personnes qui l'entourent, car elle ne parle pas énormément. Ok, je vois le truc, à travers l'histoire, on va essayer de rajouter une morale en rapport avec les handicaps, ou je sais pas moi, comme par exemple Silent Voice. Non, trop violent. Komi can't communiquer. Oui, vous voyez, elle a un problème de communication, elle est timide, du coup ça l'enferme du monde. C'est bien, ça apporte un truc sympa qui peut impacter le lecteur et elle crache du feu. Elle crache du feu. Elle parle pas parce que du feu sinon sort de sa bouche. Je sais pas quel genre de prévention c'est, mais c'est chaud quand même. Donc elle évite d'ouvrir sa bouche parce que sinon c'est un volcan en ébullition. Mais tout ça va changer le jour où elle va faire la rencontre du plus grand prêtre sorcier d'Égypte antique. C'est un mélange d'antique et ancien. Vous le connaissez sûrement, il se prénomme Imhotep. Après, je sais pas ce qu'il y a de mieux entre avoir cette capacité, qui est très dangereuse, hein, ça va de soi,
Ou avoir un mec qui s'installe chez toi comme si c'était son ref, à la légère différence que ton père se prosterne face à lui. Bah quoi? N'allez pas dire que quand vous invitez vos amis, vos parents réagissent ainsi. Bref, on découvre alors qu'il a été envoyé, ou plutôt libéré, afin de sauver le monde des Magai. Des démons extrêmement dangereux et puissants, portant atteinte à la vie de simples humains. D'ailleurs, nous on en connaît déjà un, car Inome en possède un à l'intérieur de sa bouche, raison pour laquelle elle ne peut pas parler. Ah, on s'enfonce de plus en plus. Salut les gars, vous avez des problèmes dans votre vie, vous êtes handicapé ou vous êtes mal dans votre peau, vous inquiétez pas, c'est pas votre faute, c'est à cause des Magai. SOS Magai est là pour vous aider. Oula, ça va toi? Oh non, t'inquiète, j'ai juste perdu mon œil. Mais tu veux pas que je t'amène aux urgences, c'est pas mieux? Oh non, t'inquiète, c'est juste un Magai qui est dans mon corps, je suis possédé mais pas pour longtemps. Oui allô? Alors oui, si j'ai précisé que Im a été libéré, c'est tout simplement parce que aux yeux des dieux, il était considéré comme le plus grand danger au monde, raison pour laquelle il l'avait emprisonné. Est-ce que vous m'expliquez à quel moment en temps de guerre, on va libérer des criminels pour nous protéger? Je veux dire, c'est quel genre de stratégie? Surtout, ne nous trahissez pas, hein. Mais connard! Et comme si c'est pas assez, le mec attrape les Magai comme des Pokémon. Enfin, s'ils veulent bien rentrer, parce que sinon, Allez, faites qu'ils rentrent. Bon. Allez, rentre, sac à merde! Ah, quelle magnifique histoire qui met en avant l'Égypte antique ainsi que les gens qui ont du mal à vivre à cause de leur handicap au quotidien. Mais surtout l'Égypte antique. On voit que l'auteur adore cet univers, c'est dingue! Makoto Morishita. Pour vous résumer rapidement, elle a reçu un prix en 2011 qui l'a conduit à faire 2 ans plus tard ce manga qui comporte environ une dizaine de tomes. À ce jour, c'est la seule œuvre qu'elle a pu publier et on va pas se le cacher, un manga qui mélange Égypte antique et réalité, ça fait toujours bizarre. Pour vous dire, elle avoue elle-même que ce manga est un délire. Mais j'avoue que je peux pas le nier, l'ambiance qui est dégagée était vachement cool, Inome et Imhotep sont des personnages excellents, et le style de dessin me plaît énormément. Et en réalité, cette idée de Magai qui prend possession du corps d'Inome, eh bah ça m'a plutôt plu. Elle crache du feu quand même. Putain mais elle crache du feu! Bonjour YouTube et bonjour chers internautes, aujourd'hui c'est les achats du mois d'août. On va donc partir pour le seul et unique achat de cette vidéo, c'est parti. On va commencer par le premier achat, et le seul. On commence par Beastar, j'ai acheté les 2 premiers tomes, j'ai l'édition Kiyun. Ça raconte l'histoire dans un monde d'animal d'un crime qui a été effectué dans une école. J'ai bien aimé le manga, bon j'en ai dit que du bien dans une précédente vidéo que je vous conseille d'aller voir, une vidéo entièrement dédiée à Beastar. Alors évidemment que j'en dis que du bien de ce manga et je l'ai déjà fait, je vous le conseille vivement, moi je vais essayer de compléter la collection qui est en 22 tomes, l'histoire qui s'est totalement finie depuis. Les couvertures sont propres, les dessins sont assez sympas. Écrit par Paru Itagaki et aussi dessiné d'ailleurs. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était les derniers mangas à présenter, tu vas pas me casser les couilles tout de suite. Et voilà, en tout cas, n'hésite pas à partager ce que tu penses de Beastar dans les commentaires. En attendant, n'hésite pas à rejoindre la Manga Sake Corp en vous abonnant et en me suivant sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve donc dans 2 semaines, après qu'on ait fait le tournoi du meilleur youtubeur manga, du meilleur youtubeur cuisine, du meilleur youtubeur réaction, du meilleur youtubeur science. On va faire le meilleur youtubeur beauté. C'était Wanted. Boujou, les internautes. Ça tourne là? Ouh! Salut à tous, c'est Wanted, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait longtemps, mais aujourd'hui on est là pour parler de Kaiju Number 8. Est-ce que vous connaissez? Alors j'ai en ma possession les 2 premiers tomes, on va en parler dans quelques instants de quoi ça parle Kaiju Number 8. Alors du coup cette histoire se concentre sur le personnage de Kafka. Kafka qui rêve tout simplement de faire partie de l'élite spéciale afin de défendre le monde contre les Kaiju. Sauf qu'il va arriver un énorme événement qui fait que Kafka va devenir lui-même un Kaiju. On va voir la rencontre de différents personnages qui vont devoir justement combattre face à d'autres Kaiju. Et du coup il aura cette particularité spéciale de se transformer en Kaiju. Il y a beaucoup Kaiju dans What the Fuck, il y a trop de Kaiju dans ce tome, c'est impressionnant. Alors du coup qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah tout simplement, on va pas se cacher que c'est un shonen, beaucoup shonen, mais ça me plaît énormément, il y a beaucoup de combats, c'est très cool. Et du coup pour moi Kaiju Number 8 fera très vite sa place
dans les plus grands, c'est mon avis en tout cas, faites-en ce que vous voulez. En tout cas voilà pour cette critique, ça fait plaisir d'être enfin de retour. En attendant, n'hésitez pas les gars à liker, à commenter, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. C'était Wanted et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo et ciao tout le monde. Indescriptible, voilà ce que je pense de ses œuvres. À travers ses réalités passées, retranscrites dans quelques pages, l'auteur retrouve son âme d'enfance et nous fait ressentir à travers ses souvenirs les difficultés de devenir mangaka. Que ce soit Fujimoto ou Tanazono, l'évolution du jeune dessinateur en futur artiste est une vraie épreuve. Cela rappelle qu'il faut savoir laisser des choses derrière afin d'avancer au mieux que l'on peut. Bonjour, moi c'est Mazatomo, je me présente face à vous alors que je ne suis pas du type à parler. L'école n'a jamais été mon truc et rester chez moi était pour moi une aubaine. J'aime beaucoup Dragon Ball, comme tous les garçons de mon âge, mais je reste différent. Eux, ils souhaitent devenir comme Son Goku ou Vegeta. Non, moi je préfère le rencontrer lui, Monsieur Toriyama. Et si un jour c'est possible, alors peut-être que devenir mangaka le sera aussi. Une chose est sûre, c'est que sans aller à l'école, je serais devenu mangaka. Salut mon pote. 左行くかどうだいどうだい僕と違うならばここでさよならあっちの蜜こっちの蜜さり味見してるようなそんな暇はない先へ急げ未開の楽園灼熱のJe ne sais pas si vous connaissez Dédale, mais du coup on va en parler dans quelques instants avec le synopsis. Pour commencer, Dédale c'est un manga de Takamichi, et pas de Takemichi. C'est une blague de merde. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous expliquer à ma façon l'histoire et ensuite on va voir le synopsis du manga. Donc, Dédale pour moi, c'est tout simplement l'histoire de Reika et Yoko qui vont se trouver dans un monde parallèle, entre autres au leur, qui va se trouver très spécial car tout simplement, on va retrouver plein de meubles posés partout dans ce monde, un peu comme Doctor Strange, vous voyez. Et dans chaque pièce, on va retrouver des objets assez semblables, donc ça va être comme une duplication des objets. Donc c'est un monde assez chelou, avec aussi des antagonistes, des personnages méchants qui vont vouloir bouffer tout le monde. Et du coup, c'est assez mystérieux. Justement, Reika et Yoko, eux, vont vouloir découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Donc en vrai, il n'y a rien d'autre à dire sur Dédale pour le synopsis, en vrai, c'est vraiment ça. Ils arrivent dans un monde mystérieux, ils savent même pas comment ils sont arrivés, et ils vont essayer de découvrir la vérité. Et si la vie réelle pouvait bugger? Reika et Yoko, deux étudiantes, errent dans un gigantesque bâtiment, véritable Dédale sans fin, défiant l'imagination. Vous avez compris, Dédale, le nom du manga. Seul indice, un mystérieux message posé sur une table basse signée Tagami. Quelle est la nature de l'étrange jeu dans lequel elles errent? Pourquoi Reika et Yoko sont-elles le seul espoir de l'humanité? Découvrez un survival à l'atmosphère unique où les héroïnes devront garder leur enthousiasme et l'esprit vif pour espérer retrouver le monde réel.
Et je viens de voir aussi que le manga a été sélectionné au prestigieux manga Taisho Award 2016, le prix d'un coup de cœur de libraire japonais. On va en parler après si vraiment c'est un coup de cœur pour moi. Message de la France, non. Pourquoi il faut que ça marche plus? Pourquoi il faut que ça marche plus? Ah bah si, ça marche, et alors? Il est donc parti pour parler plus en approfondi de Dédale, tome 1 et tome 2 du coup, que j'ai eu et que j'ai acheté, si vous en souvenez, à Angoulême. J'avais fait le vlog, n'hésitez pas à aller le voir. Et on va enfin pouvoir en parler, parce que oui, évidemment que depuis, je les ai bien lus. Donc, Dédale. Pourquoi je regarde le manga avec tant de haine? C'est très bizarre, alors qu'en soi le manga est pas du tout nul, il est vraiment bien. Il est pas extraordinaire, loin de là, et en vrai je suis plutôt mitigé. Je suis plutôt mitigé entre est-ce que c'est vachement bien ou est-ce que c'est pas ouf. Je sais pas comment expliquer, mais moi personnellement j'ai pas été fan. Voilà. J'ai pas été fan du manga, que ce soit au niveau des dessins, et que ce soit au niveau de l'histoire. Ça m'a pas tant... Waouh, même les personnages ils m'ont pas tant... J'ai pas apprécié tant que ça les personnages. Mais je pense que c'est un manga qui peut largement plaire à une grande partie de mon monde. Mais du coup, je vais vous expliquer pourquoi moi ça me dérange. Donc du coup, Dédale, si on revient très vite sur les dessins, je les trouve plutôt simples. À part sur les paysages, quand même... faut bien un minimum de travail pour faire comprendre que voilà, c'est un peu spécial l'endroit où ils sont dans un vrai Dédale. Donc je suis bof en fait sur les personnages, je suis bof sur tout ça, mais le truc qui m'a quand même plu, c'est que c'est cette partie de recherche en fait dans le manga. On essayait de trouver la raison qui était assez cool. C'est vrai qu'on va pas se cacher que j'ai été extrêmement déçu. Je m'attendais à mieux qu'une simple invasion extraterrestre où ils veulent envahir la Terre et c'est pas bête, hein. C'est intelligent quand même. Mais j'aurais aimé autre chose. Là, c'est une question de goût et j'aurais aimé autre chose. J'étais assez déçu. Le manga, oui, il se finit entre autres bien. C'est Reika qui va sur le vaisseau extraterrestre pour contrôler tout le monde parce qu'elle adore cet endroit, etc. Si tu veux, franchement, après c'était assez prévisible pour le coup quand tu voyais que dès le début elle se sentait à fond, elle se sentait trop bien dans cet environnement. Donc pour le coup, oui, ça semblait logique. J'ai pas eu non plus de gros moments de genre waouh, incroyable manga. Non, vraiment, ça a été plutôt simple. Ça a été sans plus pour moi, à mon goût. Ça reste quand même quelque chose que j'ai pris du plaisir à lire. C'était pas trop long. J'ai surtout aimé en fait les moments de réflexion. Je vous montre comme exemple, tout à l'heure on a parlé de Levius, je préfère largement Levius à Dédale, alors qu'en vrai si je prends du recul sur les goûts en général, je vais largement préférer quelque chose de stratégique, de quelque chose de découverte comme ça, mystère, à quelque chose des combats, vous voyez, J'aurais plus du mal et pourtant j'ai préféré Levius. Donc c'est pour vous dire que le manga peut être bon quand même, même si le plan général ne me plaît pas. Vraiment, j'ai bien aimé, mais après je pense que c'est le style qui m'a pas plu. C'est vraiment le style qui m'a pas plu. On a droit de pas aimer tout ce qu'il y a dans le manga, même si ça peut être quelque chose d'incroyable, hein, c'est normal. Dédale, c'est un bon manga. Voilà. Je vous fais une petite parenthèse pour pouvoir vous parler de l'édition Akata. Et pourquoi cette édition en particulier? Eh bien parce que ça fait maintenant quelques années, un mois de décembre, sous le sapin de Noël, que j'ai pu retrouver une tonne de mangas dans un carton. Vous l'avez compris, tous ces mangas faisaient partie de la même édition, l'édition Akata. Et j'aimerais remercier la personne qui me l'a offerte, car tout simplement cette personne semblerait être la gérante de l'édition. J'en suis pas très sûr, hein, mais c'est ce que ma mère m'a dit parce qu'elle l'a eu en tant que cliente il y a quelques années encore. Donc voilà, j'aimerais remercier et citer les mangas que j'ai pu recevoir parce que je comptais pas tous en parler. C'était un peu trop chaud sinon de faire la mangatech entière. Mais en gros, si vous en connaissez certains, n'hésitez pas à le dire. On y compte alors Perfect World, Par de les étoiles et encore d'autres qui font partie du côté shoujo, mais aussi ceux qui se concentrent sur les relations entre deux personnes du même genre. Donc on a Bless You par exemple, mais aussi Le mari de mon frère qui est un très bon manga malgré tout. Il y a le fameux Je reviendrai vous voir qui m'a énormément plu et j'aimerais bien en reparler un de ces quatre, ça serait très cool. Évidemment il y a ceux qu'on a parlé en vidéo, hein, il y a Whispering, là le petit after qu'on vient de faire, ainsi que Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka dans la parodie. En tout cas voilà, je vous ai cité quelques-uns de ces tomes que j'ai pu recevoir et j'en suis très heureux. En tout cas on va partir sur l'avant-dernière rubrique qui se concentre justement sur un des tomes de l'édition Akata. Et cette collection tout simplement elle s'appelle C'est qui mon voisin de classe. Je sais pas pourquoi je reçois autant de lettres ces temps-ci mais c'est très chelou, hein. Ouais bon... On tente. La prévention, c'est important, vous savez, et il est aussi important de l'apprendre aux plus jeunes, surtout aux plus jeunes.
Bah c'est pas du tout ce que fait ce manga, bordel de merde. C'est qui mon voisin de classe, traduit en français par Dukobu en 10 fois pire. Une œuvre de Takuma Morishige qui, très impressionné pour ma part, fait partie des auteurs très convoités par les magazines. Il a alors créé pas mal d'histoires courtes, pas mal dessinées également, et a surtout été porté par la connaissance de son frère, Akiko Higasimura, qui possède à son nom Princesse Jetfish. Je dis pas non plus qu'il fut connu grâce à son frère, mais en tout cas il bossait dans le même domaine. Alors avec un tel succès, il sort en 2010 C'est qui mon voisin de classe, qui par la suite va devenir très connu avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Et qui dit manga qui marche, dit adaptation animée, et bah non. Enfin je crois. Attendez. Merci. Parfait moi pour dynamiser l'épisode, donc c'est qui sorti en 2010 ayant une adaptation animée en 2014 et puis en 2015 un drama. On raconte alors l'histoire de deux personnages, Rumi, une élève très sérieuse qui n'a jamais cessé de l'être en fait, et Seki, son voisin de classe. Très recherché ce titre de l'œuvre. On voit qu'il veut atteindre le lecteur avec ses mots et faire comprendre directement quelque chose. En fait, je pense que ça sert à rien de raconter l'histoire sachant qu'on a juste Seki qui fait tout autre chose que de bosser. Par exemple, regardez, Seki joue au domino. Seki fait des origamis. Seki fait de la VR. Seki polie une table. Seki crée une machine. Non mais attends, le mec est un génie avant l'heure. Tu m'étonnes qu'il s'en fout des cours. Il sait littéralement tout faire. Autant qu'il part directement dans le monde du travail. Je suis désolé, mais le plus intelligent dans cette salle de classe, c'est Seki, ou en tout cas le plus manuel. Entre les gens qui ne remarquent rien à ce qu'il fait, alors que parfois c'est troublant, et surtout, mais surtout, Rumi qu'on peut déconcentrer en un claquement de doigts. Bien joué mon ref. Je veux dire, il fait une partie de Go, mais laisse-le jouer, ça change quoi à ta vie? En attendant, c'est toi qui perds du temps à le regarder et à ne pas écouter le cours. Lui il peut devenir architecte, maître de chantier ou ingénieur en 2 secondes. Mais toi, tu aimes juste trop te déconcentrer, c'est hallucinant. Et puis y a pire, cette meuf là, elle se fait des idées toutes les 2 secondes, putain de bordel de merde. Elle a imaginé une relation très très chaude entre eux. Mais boss, bordel de merde. Et Rumi, en plus, elle aide jamais dans le quiproquo. Elle répond toujours mal à ses questions. Ça s'enfonce de plus en plus. Bref, conclusion, tout le monde est con dans cette classe, à part Seki qui vit au mieux sa vie, et tant mieux pour lui. Après, sincèrement, je sais pas comment je réagirais à la place de Seki. Rumi ressemble vraiment à une vraie psychopathe. Elle vole ses robots jouets, rentre chez lui sans permission pour les rendre, elle tisse des liens avec sa sœur, sa mère. Allô police? J'ai besoin d'aide. Évidemment, ça reste de la comédie, mais je crois que dans une comédie, il faut jamais prendre de recul. Non, parce que sinon, là, je suis vraiment un mec qui gueule tout seul, chez soi, dans sa chambre, comme un fou allié. On va s'arrêter là, hein. Cadre. Salut à tous, c'est Anto pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Tokyo Revengers. Alors c'est quoi Tokyo Revengers? Tout simplement c'est l'histoire de Takemichi. Je tiens à préciser, il est dans un Mangatech le manga. C'est l'histoire de Takemichi qui va rejoindre un gang après avoir remonté dans le passé 12 ans plus tard. Et donc voilà pour l'explication simple du manga. Donc Takemichi remonte dans le passé et c'est assez marrant, du coup il va devoir rejoindre un gang pour affronter d'autres gangs afin de protéger Hinata et changer le futur. Les dessins sont assez cool. Après, petit bémol, je trouve, c'est que c'est pas l'édition Meian. Donc voilà, tout ne peut pas être parfait. Donc ouais, l'histoire est plutôt cool. Bon ouais, c'est pas très bien. La traduction est pas folle, hein, on voit. Je vous le dis, Meian ils font un meilleur boulot, même la qualité c'est pas ouf quoi. Mais voilà. Bon, en tout cas, je vous conseille vivement de lire Tokyo Revengers. C'est un très bon manga, c'est dans mes gros coups de cœur, sincèrement. Mais sincèrement, gros coup de cœur, meilleur manga. Voilà pour Tokyo Revengers. Bonjour à tous, moi c'est Wanted et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, je vais te parler de Demon Slayer.
Bon, je sais, c'est très connu, mais je t'explique. J'ai pu avoir à Noël les 6 premiers tomes dans 2 packs Demon Slayer que je vais te montrer ici. Donc Demon Slayer, c'est l'histoire de Tanjiro et aussi de sa sœur Nezuko qui va sauver par la suite après que sa famille se soit fait attaquer par des démons. Du coup, Tanjiro va aller par la suite rencontrer Maître Urodaki qui va l'enseigner dans tous ses conseils. Il faut savoir que Nezuko est d'ailleurs un démon et c'est pour ça qu'il va devoir la protéger au cours du temps. On a d'excellents combats et les dessins sont très sympas. C'est pour ça que je vous le conseille vivement. En tout cas, si vous voulez commencer par un shonen, je pense que c'est le mieux apte à lire. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Peut-être un dimanche, peut-être un samedi, je sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. L'abonnement, évidemment, fera toujours plaisir. C'était Ed, à bientôt. J'ai vraiment fait cette barbe et cette parodie juste pour le jeu de mots Wanted le fou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Wanted. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, c'est la dernière vidéo dans ce décor, dans cette chambre, sur YouTube. Oui, il faut une intro très longue pour installer un peu d'émotion, vous savez. Bref, on va présenter les derniers mangas de cette mangatech qui est actuellement vide. Mais voilà, donc, quels sont les derniers mangas que je n'ai pas présentés, ou en tout cas peut-être que vous avez vu rapidement. Tout simplement, c'est pour le coup des mangas qui m'ont vraiment marqué, entre autres, depuis ces dernières années. Quand je dis marqué, c'est-à-dire qu'ils ont quand même fait partie d'une période en moi. Voilà. On va commencer par celui-là qui me paraît logique après ce que je vous ai fait raconter avant. On va parler tout simplement de Prisonnier Riku des éditions Akata qui, comme je vous l'ai dit, m'ont offert gentiment un gros carton. Et à l'intérieur se trouvaient environ 15 premiers tomes de Prisonnier Riku. Au départ, je les ai pas lus parce que ce qui paraît, c'était pas trop pour mon âge, mais par la suite, j'ai fini un peu toute l'édition Akata et j'ai poursuivi par Prisonnier Riku. Et on va pas se le cacher que c'est un manga qui m'a énormément marqué. Et actuellement encore, j'ai pas fini la collection, mais on en reparlera bien sûr. C'est un manga juste que j'ai adoré. C'est du shonen et ça sent bon quoi. Ça sent bon. On va passer à la suite avec... C'est des mangas qui datent pas tant que ça. Je l'ai eu à Noël, 2 premiers tomes, et ensuite j'ai poursuivi. Bon, vraiment, je crois que c'est un des mangas que j'ai jamais autant tryhard tellement ça m'a plu. C'est actuellement en 12 tomes. La suite arrive bientôt au manga, je pense, vous avez très vite compris de quoi je parle. D'ailleurs, il y a l'anime qui arrive bientôt. Chainsaw Man, qui est l'un de mes mangas préférés, tout comme Prisonnier Riku, et tout comme vous connaissez évidemment One Piece. Chainsaw Man, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Denji, un clodo, qui va tout simplement devenir un démon après avoir mangé, je crois, le cœur de Pochita, son chien démon. Il y a rien à dire d'autre que voilà. Je suis fier de ma mangatech, fier de tout ce que j'ai pu parcourir, parce qu'on va en parler rapidement, mais ça fait plus de 6 ans presque que je suis sur YouTube avec cette chambre. Ça fait bizarre. Un peu, je veux dire, quitter son nid, ouais, mais... Genre, je suis trop heureux. Mais en même temps, au niveau de YouTube, ça va faire bizarre. Ça a été tellement long, et ce milieu a tellement évolué. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais limite, il y a 5 ans, ça ressemblait à ça. Hein. Si t'enlèves les 2 meubles là, ça ressemblait à ça. Je suis trop content, très pressé de vous montrer l'avenir de Wanted et de ces chaînes YouTube, de ce que je veux faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Parce que moi, là j'avoue que j'aurais pris beaucoup de temps dessus, mais je suis trop content. C'était Wanted, et surtout n'oubliez pas, l'Oden, puis les bouillis. かつてこの世の全てを手に入れた伝説の海賊王ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へと駆り立てた。俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。